Europe Matin, Patrick Cohen. Le journal nous est présenté par Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Signature importante aujourd'hui, celle des ordonnances, la réforme du Code du travail. Symbole fort pour Emmanuel Macron et course contre la montre pour les éditions Dalloz, vous l'entendrez. Des militants perdus, dépités, c'est la suite du psychodrame au Front National après la démission de Florian Philippot. Et puis la petite larme des policiers, le 36 quai des Orfèvres ferme ses portes, déménagement souvenir et reportage exclusif dans ce journal. Et 8h15, invité d'Europe Matin, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Elles seront sur la table du Conseil des ministres aujourd'hui et n'attendent plus que la signature d'Emmanuel Macron. Les ordonnances, la réforme du Code du travail, c'est le jour J. Il y aura peut-être quelques ajustements, mais a priori pas de changement sur le fond. David Doucan, comme prévu, le président voulait aller vite, droit dans ses bottes. Oui, Emmanuel Macron le dit sur tous les tons, tous les jours. Il se moque d'être impopulaire. La démocratie, ça ne se passe pas dans la rue et il ne cédera rien ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Cette première réforme, c'est la sienne. Il a la conviction qu'elle est indispensable pour le pays. En même temps, il regarde de près la contestation populaire, même si, on l'a vu, la mobilisation est en baisse. Il sait très bien que si les luttes s'agrègent, si les cortèges s'allongent, si les routiers bloquent les routes et les raffineries, il ne pourra pas s'enfermer tout en haut du mont Olympe et attendre que ça passe. Donc, que peut-il se passer aujourd'hui? Si le texte bouge, ce qui n'est pas sûr, alors ce sera sur des points techniques pour faire plaisir, pour apaiser les syndicats et essayer d'émousser leur capacité de mobilisation. Mais l'Élysée n'en fera pas spécialement la publicité parce qu'il est hors de question pour Emmanuel Macron de donner le sentiment qu'il cède à quoi que ce soit. Il préfère être impopulaire avec les atours du courage plutôt que de baisser la garde dans le vain espoir de plaire à ceux qui de toute façon s'opposeront à lui. David Doucan du service politique d'Europe 1. Et ce matin, branle-bas de combat chez Dalloz. Oui, la maison d'édition qui édite le célèbre livre rouge, ce Code du travail. Forcément, il a fallu tout remanier et même bouleverser quelques habitudes. Olivier Samin. Jamais, en plus de 80 ans, Dalloz n'avait bousculé la sortie annuelle de son célèbre Code rouge. Eh bien, ça y est, les chamboulements introduits par les ordonnances sont trop importants pour attendre l'édition 2018. Il y aura donc, dans quelques semaines, un nouveau Code Dalloz, millésimé 2017-2018. Sacré défi pour la vénérable maison d'édition du quartier Montparnasse à Paris. Caroline de Christé est la rédactrice en chef du Code rouge. Sitôt les projets d'ordonnance publiés, elle a revisité toutes les pages du Code pour intégrer les modifications. Aujourd'hui, le travail est quasiment terminé. Les épreuves à noter avec des post-it orange, jaune et vert forment une énorme pile sur son bureau. J'ai sur mon bureau la copie de ce qui pourrait être la semaine prochaine le Code du travail. C'est à peu près une page sur 5 qui est modifiée sur les 1000 premières pages. Bien entendu, c'est sous réserve de la publication des ordonnances officielles. On suppose des ajustements in extremis, mais pas sur la totalité. Ça sera sur une partie résiduelle sans doute. Résiduelle, faut l'espérer. Le bon à tirer doit être donné au plus tard dans 10 jours. Le nouveau Code du travail Dalloz est attendu en librairie avant la fin octobre avec, comme pour les grands succès littéraires, un petit bandeau proclamant édition spéciale à jour des ordonnances Macron. Olivier Samin, lui aussi veut avoir voix au chapitre. Jean-Luc Mélenchon appelle à une déferlante demain dans les rues de Paris. Ce sera la manifestation de la France insoumise entre Bastille et République. Jean-Luc Mélenchon qui entend plus que jamais incarner seul l'opposition, surtout depuis le psychodrame au Front National. Départ annoncé de Florian Philippot, épilogue d'une crise ouverte avec Marine Le Pen. Alors certes, la présidente va multiplier les apparitions dans les prochains jours sur le thème « Tout va bien, la situation est sous contrôle ». N'empêche, ce matin, les militants sont déboussolés. Certains réclament même le retour d'une autre ex-figure du Front National, Marion Maréchal Le Pen. Illustration dans le Sud avec notre correspondante Nathalie Chevance. Dépité, voire même en colère, le dernier psychodrame au Front National n'est pas du tout au goût des sympathisants. Même si la guerre entre Florian Philippot et Marine Le Pen ne pouvait plus durer, jugent ces électeurs du FN, ils estiment que le parti est aujourd'hui bien mal en point. À mon avis, pas loin de l'implosion. Comme on l'a connu il y a une vingtaine d'années, à l'époque où il y avait Maigret, je pense qu'il faudrait mieux de faire revenir Marion Maréchal Le Pen et que c'est elle qui dirige le parti. Je pense qu'il faut renouveler un peu l'image du parti et je pense que la petite fille elle est beaucoup plus intelligente et que ça nous ferait du bien. Ça va être compliqué un peu ? Ah oui, très compliqué. Déboussolé. Alors qui c'est le chef alors? C'est Marine. Malheureusement, on ne sera jamais président.
Alors pour resserrer les rangs, ramener les électeurs au front, Stéphane Ravier, sénateur maire FN de Marseille, assume de récupérer l'héritage laissé par Marion Maréchal Le Pen. Ici dans le Sud, ce qui préoccupe majoritairement, de façon écrasante, nos électeurs et les Français en général, eh bien, c'est ce gravissime problème de l'immigration et du communautarisme. Alors, il faut porter cette sensibilité-là au sein de la ligne. S'il faut l'appuyer davantage, oui, je serai là. Un parti qui place tous ses espoirs dans le prochain congrès début 2018, mais qui à ce moment-là ne s'appellera plus Front National. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. Et on notera aussi cette rencontre hier entre Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan. Le député de Debout la France confirme, mais ne veut pas, dit-il, mettre de l'huile sur le feu et préfère laisser le temps au temps. Europe 1, 8h05. Également dans l'actualité, la disparition de la femme la plus riche du monde. Liliane Bettencourt, héritière du groupe L'Oréal. Elle avait 94 ans et une fortune estimée à près de 40 milliards de dollars. Avec nous, Emmanuel Dutheil. Liliane Bettencourt avait hérité de l'entreprise de son père. Elle ne dirigeait pas L'Oréal, mais vous nous dites ce matin que son influence a été décisive. Oui, même si Liliane Bettencourt n'a jamais vraiment travaillé, L'Oréal ne serait sûrement pas ce qu'il est aujourd'hui, le premier groupe de cosmétiques mondial sans elle. Elle a toujours soutenu l'entreprise, sa famille détient un tiers du capital. Pour repousser les assauts, elle a même préféré sceller un pacte avec Nestlé. Ok, vous prenez une grosse participation, mais vous n'avez pas le droit d'en avoir plus pendant que je suis en vie. Alors est-ce que le groupe est aujourd'hui menacé ? Pas du tout. Tout a été bétonné dès 1992. La participation familiale est entre les mains de sa fille. Pas besoin d'en vendre pour payer des droits de succession, ce qui va faire de sa fille, par ailleurs, la femme la plus riche du monde. Alors justement, Emmanuel, on sait aussi que Liliane Bettencourt pouvait être très généreuse et certaines de ses largesses, d'ailleurs, ont fait pas mal de bruit. Oui, on pourrait parler de la fondation Liliane Bettencourt pour la science, mais si elle est aujourd'hui si connue, c'est en grande partie à cause de l'affaire François-Marie Bagné. Elle s'était liée d'amitié avec le photographe et lui avait consenti de gros cadeaux. On parle de centaines de millions d'euros. S'en est suivi une bataille médiatique avec sa fille, un procès puis une mise sous tutelle. Très diminuée depuis des années, elle avait abandonné toute fonction en 2012 chez L'Oréal. Elle avait alors transféré son siège d'administratrice à l'un de ses petits-fils. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Un rassemblement ce matin sur les Champs-Élysées. 300 agriculteurs ont manifesté pour défendre le glyphosate, un herbicide présent notamment dans le Roundup de Monsanto. Ils ont déversé de la paille. Ils font route actuellement vers l'Élysée. Les agriculteurs protestent contre la volonté de Nicolas Hulot, notamment le ministre de la Transition écologique et solidaire, qui bien décidé à interdire le glyphosate. Nicolas Hulot qui sera votre invité juste après ce journal. À la suite du journal Jean-Philippe Ballas avec l'actualité économique. Et un résultat qui vaut la peine d'être décrypté. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Journal des Échos, vous nous parlez de la reprise, le commerce mondial qui repart en fanfare cette année. Cela ressemble à une bonne nouvelle. Vous nous dites qu'il ne faut peut-être pas se réjouir trop vite. Oui, alors d'abord ces chiffres de l'Organisation mondiale du commerce donnés hier, ils sont sans appel. Les échanges de marchandises devraient progresser de 3,6% cette année dans le monde. C'est un très bon résultat qui rejoint d'autres prévisions optimistes, celles de l'OCDE par exemple, qui annonce aussi une forte accélération de la croissance mondiale. Bon, j'ai envie de dire jusqu'ici tout va bien. Alors qu'est-ce qui ne va pas, Daniel ? C'est quoi ces gros nuages que les économistes voient à l'horizon ? Eh bien la question, Jean-Philippe, c'est le prix à payer pour cette croissance retrouvée. Quand vous regardez les États-Unis, par exemple, Donald Trump, certes, veut relancer l'économie, mais c'est en déréglementant massivement. On le voit dans l'environnement, où il a déjà abrogé une quinzaine de lois. Ça va des industriels du charbon, qui peuvent à nouveau rejeter leurs résidus dans les rivières, jusqu'aux vendeurs d'insecticides, qui peuvent à nouveau écouler des produits interdits. On le voit aussi dans le secteur bancaire, dans la finance, où toutes les protections qu'on avait mises en place après la crise de 2008 pour éviter tout simplement une rechute pourraient tomber. Et du coup, on se demande si on n'est pas en train de recréer les conditions d'une nouvelle crise. L'éclairage de Daniel Fortin du journal Les Échos. Près de 300 morts au Mexique et de moins en moins d'espoir de retrouver des survivants. C'est le dernier bilan du terrible tremblement de terre qui a frappé le pays. Et puis la rumeur avait circulé ces dernières heures. Les autorités ont démenti la présence d'une jeune fille encore vivante dans les décombres d'une école effondrée. Europe 1, 8h11. C'est une adresse mythique à la fin d'une histoire, celle du 36 quai des Orfèvres. Déménagement de la police judiciaire de Paris. Elle quitte l'île de la Cité pour de nouveaux locaux flambant neufs. Ce sera le quartier des Batignolles. Une page se tourne et c'est l'enquête du 8h. Avec un reportage exclusif, Pierre de Cossette a promené son micro dans les entrailles du 36 quai des Orfèvres. Il y a croisé des policiers émus et quelques fantômes. Vous faites partie des tout derniers ce matin à visiter les lieux.
Des pas qui résonnent dans le mythique escalier du 36 quai des Orfèvres. Des gros bras de la BRI transportent une armoire blindée. Plus haut, quand on gravit les 148 marches, c'est un autre bruit. Du scotch pour sceller les derniers cartons dans les couloirs de la crime. On y croise Richard, un quart de siècle de maison et de souvenirs. J'en ai vu des criminels monter les escaliers, des personnes comme Lastonnet, premier serial killer que j'ai fait, qui avait tué 7 mamies. J'ai bien sûr vu Guy Georges. En 25 ans, j'ai toujours, entre guillemets, éprouvé un plaisir de monter ces escaliers, disant comme ça que j'étais, parmi les nombreux policiers de France, un chanceux. Fierté et gorge serrée à l'idée de partir, qu'importe les sols défraîchis et la peinture écaillée. Plus haut, au 4e étage, presque sous les toits, on trouve Virginie. Elle a compté 5 ans, 5 mois et 17 jours ici et quelques gardes à vue dans son bureau. Il y a juste une petite fenêtre à Vasistas. Alors oui, ça fait pas beaucoup de lumière. Là-bas, il y aura des grandes fenêtres. Mais en même temps, il y a un côté intime. Et je pense que lors des gardes à vue, ça joue aussi. Il y a toujours un moment donné où il se livre un petit peu. Je pense que ce genre de bureau participe de ce dialogue. Moi, je pense que je vais essayer de reconstituer un peu ce que j'avais là. Alors, j'ai besoin d'un univers à moi, donc j'accroche beaucoup de choses. Ouais. On est obligé de personnaliser, on y passe la majorité de notre temps quand même, hein, plus que chez nous. Retour dans le couloir et son lino noir usé. Les galeries de photos annuelles de la brigade ont été décrochées. On longe le filet anti-suicide tendu au-dessus du vide après la tentative de Nathalie Ménigon d'Action Directe. Quelques mailles ont disparu ces derniers jours, trophée probable d'enquêteurs mélancoliques. Puis on redescend dans le bureau 315, celui du patron de la crime. L'énorme coffre-fort n'ira pas au Batignolles, trop lourd, même délesté de ses photos et documents les plus secrets, transmis de chef en chef. Aujourd'hui, le commissaire Michel Faury. C'est vrai que c'est un bureau mythique, le 315. Il a deux fenêtres qui donnent sur la Seine. Il est en même temps un peu vieillot, mais avec un mobilier qui rappelle les grandes heures de la police judiciaire. Que là, aujourd'hui, il est pratiquement vide, donc il y a un écho. Il est du coup un peu plus triste. Voilà, une fois qu'on a lancé le déménagement, il faut aller au bout des choses parce que, vous voyez, il a l'impression que voilà, il n'est plus habité. On est poussé à tourner la page. Donc moi, ce que je crois, c'est que dans ces nouveaux locaux, on va élucider certainement de belles enquêtes. On donnera à la nouvelle adresse au 36 Bastion, peut-être une réputation à la hauteur du 36 quai des Orfèvres. Le 36 quai des Orfèvres, où l'histoire retiendra que le dernier suspect interrogé l'aura été pour terrorisme, l'agresseur d'un militaire de Sentinelle au métro Châtelet, comme un signe des temps. Et oui, ce sera aussi un 36, la nouvelle adresse de quai des Orfèvres. C'était l'enquête du 8h, signée ce matin, Pierre de Cossette. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas. Europe 1.